Le préfet Alrix était considéré comme un génie parce que les chiffres lui obéissaient. Sur Virex Tertius, les chiffres n'étaient pas des abstractions, ils étaient une doctrine, gravée dans le marbre des règlements et répétée dans la bouche des scribes comme une litanie. Chaque total était une prière, chaque moyenne une profession de foi, chaque écart une ombre portée sur la pureté d'un système censé ne jamais faillir. La flèche de l'administratum s'élevait au-dessus des plaines de Manufactorum comme un monument dédié au calcul pur, sa masse gothique découpant le ciel cendré. Ses contreforts étaient striés de conduits, ses vitraux assombris par la suie, ses gargouilles de pierre veillant sur des escaliers qui ne menaient qu'à d'autres escaliers, à d'autres portes, à d'autres salles où l'on classait, où l'on tamponnait, où l'on consignait. Dans ces couloirs étroits, l'air sentait l'encre chauffée, le papier sanctifié et l'huile de machine. Les cerveaux-plumes grattaient sans fin, leurs pointes d'eau et de métal, traçant des lignes de données avec une dévotion mécanique. Les carillons Vox marquaient le temps avec une indifférence parfaite, ni pressée ni clémente. On n'entendait presque jamais une voix humaine s'élever au-delà du murmure autorisé. La parole, ici, devait se conformer à la cadence des procédures. Virex Tertius avait été conçu pour être insignifiant, un monde secondaire, calibré pour ne jamais attirer l'attention. Il exportait du grain, des additifs de prométhium et de la main-d'œuvre. Il importait la surveillance, sa valeur était dans sa régularité. Produire sans poser de questions, obéir sans être vu. Dans l'impérium, la gloire attirait les regards attiraient les audits attiraient parfois des choses bien pires. Depuis 20 ans, Alrix maintenait cette insignifiance comme une œuvre d'art. Pas d'émeute, pas de culte, pas de murmure suffisamment fort pour éveiller l'intérêt de l'Inquisition. Les rapports sortaient à l'heure, les pertes restaient dans les marges. Les statistiques de ferveur liturgique oscillaient dans la zone verte, cette couleur rassurante qui signifiait acceptable. Il appelait cela l'ordre, et l'ordre, croyait-il, sauvait des vies. Il avait appris très tôt que la souffrance visible provoquait des réactions, tandis que la souffrance distribuée, diluée et normalisée devenait invisible. Les morts spectaculaires appelaient des enquêtes. Les morts statistiques devenaient des colonnes. On pouvait se battre contre une tragédie. On ne se battait pas contre une moyenne. L'anomalie arriva comme une note de bas de page. Un écart de 0,3% dans le débit de prométhium le long de la ceinture manufacturière sud. Rien d'alarmant, rien d'inédit. Un chiffre à peine suffisant pour mériter une annotation marginale. Alrix relut la ligne, traça du bout de sa plume la diagonale du tableau, puis remonta l'historique. Même secteur, mêmes heures de pointe, même signature de perte, mais légèrement déplacée, comme un battement de cœur qui changerait de rythme sans prévenir. Il n'éprouva pas de panique. La panique était un luxe émotionnel. Il éprouva quelque chose de plus proche de l'irritation intellectuelle, une imperfection, un pli dans un tissu qu'il avait passé 2 décennies à repasser. Alrix ajusta la pondération des pertes mécaniques, réattribua une fraction de l'écart à la friction des pompes et aux microfuites tolérées, puis intégra l'anomalie dans le modèle. La courbe se lissa, le silence revint. Le silence, cependant, n'est jamais inoffensif. Dans les semaines qui suivirent, de petites choses changèrent dans la ceinture sud. Des bannières apparurent aux fenêtres des blocs AB, des bandes de tissu improvisées, trempées dans l'huile et la cendre, leur couleur terne oscillant entre le brun et le noir. Rien de séditieux, aucun symbole interdit, juste des marques d'usure, des gestes sans revendication claire, comme si l'on voulait signaler une présence sans avoir la force de l'énoncer. La fréquentation du catéchisme chuta légèrement. Pas assez pour déclencher une alerte rouge,
mais assez pour déplacer une colonne hors de son alignement habituel. Les hymnes perdirent leur cadence parfaite. Les voix entraient en retard ou terminaient trop tôt, comme si la synchronisation elle-même devenait fatigante. Les prêtres notèrent des yeux baissés, des épaules voûtées, des lèvres qui remuaient sans conviction. Ce n'était pas une rébellion, c'était de l'épuisement. Alrix observa les graphiques avec attention. Les chiffres ne criaient pas, ils murmuraient. La production restait dans les marges acceptables. Les quotas étaient atteints, parfois dépassés. Mais quelque chose dans la texture des données avait changé. Les variations n'étaient plus aléatoires. Elles formaient un motif diffus, une lente dérive vers le bas, trop régulière pour être accidentelle. Il classa la ceinture sud en niveau ambre. Ambre signifiait ajustement. L'ajustement n'était pas une punition. C'était, dans l'esprit de Halrix, une correction douce, un réalignement des comportements. Il se persuada qu'il s'agissait d'une forme de soin. On n'ampute pas un membre pour une faiblesse passagère. On serre le bandage. Les premières directives furent presque invisibles. Des inspections supplémentaires, des audits de sécurité légèrement plus longs, des retards administratifs mineurs, rien qui puisse être qualifié de violence. 2. Dans ses bureaux élevés, Alrix consigna chaque modification avec une précision religieuse. Les chiffres répondaient de toujours. Les colonnes s'ajustaient. Les projections redevenaient propres. En bas, dans la ceinture sud, les gens apprirent une nouvelle leçon. Le silence n'était plus seulement prudent. Il était requis. Les audits se multiplièrent. Ils n'arrivèrent pas comme une tempête, mais comme une bruine persistante, assez fine pour ne jamais sembler menaçante, assez continue pour tremper jusqu'aux os. Une demande de signature ici, une contre-signature là, un formulaire supplémentaire glissé entre deux procédures déjà connues. Rien d'urgent, rien de brutal. Chaque exigence prise isolément paraissait raisonnable, presque anodine. Ensemble, elles formaient une toile serrée dont personne ne pouvait désigner le premier fil. On appela cela une campagne de pureté administrative, un terme élégant pour dire que l'erreur, désormais, serait traitée comme une faute morale. Les cuisines collectives furent fermées pour inspection, temporairement. Les inspecteurs comptaient les ustensiles, vérifiaient l'alignement des registres de rationnement, comparaient tous les inventaires aux livraisons. Une casserole manquante suffisait à déclencher une révision complète. Les cliniques perdirent des cargaisons de médicaments, bloquées en attente de réconciliation comptable. Des boîtes entières demeuraient derrière des grilles, scellées par des sceaux de pureté, pendant que dans les salles d'attente, on toussait à s'en fendre la poitrine. Les rations furent gelées sous prétexte de réévaluation logistique globale. Le mot « gel » avait une douceur mensongère. Il n'évoquait pas la fin, seulement une pause, une suspension temporaire. Une fois le gel décrété, il devenait impossible de prouver qu'il tuait quelqu'un. Un formulaire ne mentionne jamais la vie qu'il retarde. Les retards s'accumulèrent sans jamais atteindre le seuil officiel de la crise. Aucune arrestation ne fut ordonnée. Les arrestations créent des martyrs. Le papier crée des habitudes. La ceinture sud se conforma. Les ouvriers apprirent à remplir les formulaires correctement. Les contremaîtres mémorisèrent les nouvelles chaînes de validation, les délais, les exceptions, les appels possibles et ceux qui étaient techniquement disponibles, mais pratiquement inutiles. Les prêtres ajustèrent la durée des sermons pour 3 coïncider avec les créneaux autorisés. Les familles classèrent leurs propres papiers avec une précision désespérée, acte de naissance, autorisation de travail, certificat de catéchisme, tout devait être prêt, car manquer un document revenait à s'exposer. La production remonta. La fréquentation du catéchisme se stabilisa. Les graphiques retrouvèrent leur symétrie rassurante, et les gens commencèrent à mourir. Pas de façon spectaculaire. Pas dans les rues,
pas sous les yeux des caméras pictes. Ils moururent correctement, en silence, dans des lits trop étroits, dans des couloirs d'attente, dans des ateliers où la fatigue faisait trembler les mains. Ils moururent à propos, comme si le système avait prévu qu'un certain nombre de corps cesseraient de fonctionner pour que les colonnes demeurent propres. Chaque décès fut classé. Insuffisance respiratoire, défaillance cardiaque, accident de travail dû à une erreur humaine. Chaque pénurie fut justifiée, chaque refus fut appuyé par une référence réglementaire valide. Rien n'était arbitraire. L'arbitraire est haïssable parce qu'il ressemble à la cruauté. Ici, la cruauté ressemblait à la routine. Alrix valida une nouvelle métrique. Il la nomma l'indice d'intégrité de conformité. L'algorithme réduisait une population entière à un seul nombre. Il pondérait la productivité, la discipline, la participation rituelle et l'absence d'incidents. Il ajoutait des coefficients pour la rapidité de réponse aux audits, la propreté des registres, la ponctualité des équipes. Les vies individuelles devenaient des variables négligeables. Les exceptions, des anomalies statistiques à lisser. Le nombre s'améliora. Dans les étages supérieurs de la flèche, Alrix observait les tableaux de bord défiler avec une satisfaction mesurée. Les courbes montaient lentement. Les zones rouges disparaissaient. La ceinture sud cessait d'exister en tant que problème. En bas, les habitants apprirent une autre leçon. Demander de l'aide créait des délais. Les délais tuaient. Alors ils cessèrent de demander. 4. La faim devint une donnée implicite. La maladie, une variable tolérée. Les familles s'organisèrent pour ne pas attirer l'attention. On partageait moins, on parlait moins, on écrivait moins. Les disputes se réglaient derrière des portes closes, non par paix, mais parce que le bruit était une signature. La conformité devenait une langue. Alrix se disait que tout cela était nécessaire, que chaque mort évitée ailleurs justifiait celle qui n'était jamais officiellement comptée. Il n'écrivait pas mort, il écrivait réduction de consommation. Il n'écrivait pas famine, il écrivait optimisation de distribution. La cruauté, pensait-il, pouvait être un outil prophylactique, une vaccination. Les chiffres lui donnaient raison. La conformité n'était pas la paix. La conformité était le calme, un calme dense, pesant, qui étouffait les voix avant même qu'elles ne prennent forme. Dans la ceinture sud, les enfants cessèrent de poser des questions. Pas parce qu'on les leur interdisait, mais parce qu'ils apprenaient très tôt quelles questions ralentissaient les procédures. On leur enseignait, sans le dire, que l'interrogation est une friction. Les enseignants remplaçaient les histoires par des instructions, les contes par des consignes, les chansons par des rappels de sécurité. L'imaginaire devenait un risque non quantifiable. Les ouvriers cessèrent de déposer des pétitions. Les formulaires existaient toujours, bien sûr. Ils étaient impeccablement rangés, disponibles, mis à jour. Mais chacun savait désormais que remplir un formulaire, c'était créer une trace. Et chaque trace appelait un examen. Chaque examen appelait un délai. On pouvait endurer la faim, on ne pouvait pas endurer d'être remarqué. Le silence était le seul comportement qui ne déclenchait aucun processus. Les incendies cessèrent de se déclarer, parce que plus personne ne les signalait. Quand un générateur surchauffait, on l'isolait discrètement, quitte à priver un bloc entier d'électricité. Quand un voisin tombait malade, on fermait la porte, on laissait la fièvre faire son œuvre, on effaçait la présence de la liste du jour avant qu'un audit n'ait une raison de venir. Quand un étage entier perdait l'accès à l'eau potable, on improvisait, en filtrant la boue, en récupérant la condensation sur des tuyaux tièdes, en rendant le manque supportable, et donc invisible. L'absence de rapport devenait une compétence collective. Les blocs ABS apprirent une règle implicite. Une erreur individuelle entraînait une punition collective.
une signature mal placée, une absence non justifiée, un chiffre incohérent sur un registre, et c'était tout un secteur qui voyait ses rations retardées ou ses inspections prolongées. Il ne s'agissait pas seulement de discipline, il s'agissait de fracture. Le système découpait la communauté en unités responsables les unes des autres, puis utilisait cette responsabilité comme une lame. La solidarité se désagrégea sous le poids de la conséquence partagée. Les voisins cessèrent de se couvrir, les amitiés devinrent prudentes, les familles se replièrent dans des cercles étroits. Le moindre geste de compassion pouvait être interprété comme une irrégularité de distribution, donc comme une irrégularité tout court. La peur se propageait plus vite que les sermons. Ulrich observait les données et se disait que cela fonctionnait. Les incidents diminuaient, les alertes se raréfiaient, les flux se stabilisaient. Aux yeux des tableaux de contrôle, la ceinture sud devenait un modèle, un quartier où la discipline semblait si parfaite qu'on aurait pu croire la population heureuse si l'on se fiait uniquement aux colonnes. Il appelait cela de la prévention. Chaque restriction était une barrière, chaque privation, un apprentissage, chaque cruauté, une vaccination. Il ne voyait pas, ou refusait de voir, que la conformité avait absorbé toute possibilité de retour en arrière, qu'un système qui punit le bruit finit par produire un silence pathologique, qu'un silence qui dure trop longtemps cesse d'être un choix et devient un état physiologique. Les gens ne conspiraient plus, ils disparaissaient. Des appartements restaient occupés par des corps absents. Des postes de travail continuaient d'apparaître sur les registres, malgré des mains qui ne les actionnaient plus. Des équipes étaient déclarées complètes, parce que le formulaire avait été correctement rempli, même si deux silhouettes manquaient dans l'atelier, même si l'air y sentait la sueur froide et la peur. Les chiffres restaient cohérents parce qu'ils avaient appris à ignorer ce qui ne rentrait pas dans leur case. Le calme était total, et sous ce calme, quelque chose mourait lentement, sans jamais franchir le seuil de l'alerte. L'Inquisition n'arriva pas. Elle posa une question. Ce ne fut pas un vaisseau de guerre perçant l'orbite de Virex Tertius, ni la rumeur métallique d'un débarquement, ni l'éclat doré d'une rosette inquisitoriale frappant la rétine comme un verdict divin. Ce fut une transmission vox, brève, dépourvue de toute émotion, une requête administrative extérieure, encodée selon des protocoles si anciens et si purs qu'ils semblaient hors du temps. Chaque caractère portait en lui la possibilité d'un anéantissement total. Ulrich sentit le sol se dérober sous ses certitudes. La question était simple, presque polie. Confirmer l'absence d'activité hérétique et la stabilité structurelle, doctrinale et productive de la ceinture manufacturière sud. Il comprit immédiatement que la simplicité était un piège. Une question complexe pouvait être discutée. Une question simple exigeait une réponse parfaite. Il répondit avec des données immaculées. Il ouvrit les registres, convoqua les archives, fit dérouler les historiques sur des kilomètres de parchemin et de lumière cogitator. Il transmit des tableaux croisés, des séries temporelles étalées sur des décennies, des indices de conformité, des ratios de rendement, des courbes de participation liturgique. Il présenta la ceinture sud comme un organisme sain, discipliné, silencieux. Il n'ajouta aucun témoignage. Le témoignage est une émotion. L'émotion est une variable instable. Il supprima volontairement toute donnée qualitative. Les plaintes, les silences prolongés, les logements vidés de leurs occupants n'avaient pas leur place dans une réponse destinée à l'Inquisition. Ce qui ne se mesurait pas ne devait pas exister. La réponse fut acceptée. Aucun vaisseau ne vint, aucune inspection ne fut programmée, aucun sceau inquisitorial ne franchit les portes de la flèche. Ce silence-là était différent. Il n'était pas le calme qu'il avait cultivé, ni l'absence de bruit qu'il savait produire. C'était un silence lourd,
chargé d'une approbation tacite, un silence qui signifiait « continuer ». Alrix comprit alors que le système n'avait plus besoin d'ordre. Il fonctionnait par inertie doctrinale. Les procédures s'enchaînaient d'elles-mêmes. Les audits appelaient d'autres audits. Les gels de rationnement justifiaient de nouvelles évaluations. Les retards engendraient des contrôles, et les contrôles légitimaient les retards. Chaque boucle renforçait la suivante. Il n'y avait plus de centre décisionnel identifiable. La cruauté n'était plus une décision. Elle était devenue une propriété émergente du système. Alrix se vit soudain comme un rouage interchangeable. Il n'était plus l'architecte, seulement le gardien d'un mécanisme autonome. Il n'avait pas été nommé pour écraser. Il avait été nommé pour optimiser. Mais l'optimisation avait appris à éliminer tout ce qui résistait, même passivement. Il chercha, dans ses propres registres, l'instant précis où la ligne avait été franchie. Il ne le trouva pas. Il n'y avait pas eu de rupture, pas de décret brutal, pas de nuit de sang. Seulement une succession de choix rationnels, chacun défendable, chacun justifié, chacun trop petit pour mériter une objection. L'Inquisition n'était pas venue. Elle n'en avait pas eu besoin. Les années passèrent sans événement notable. C'était en soi l'événement. Sur le papier, Virex Tertius prospérait. Les exports augmentaient selon des courbes modestes mais constantes. Les pertes demeuraient dans les marges prévues. Les indicateurs de stabilité restaient obstinément verts, cette couleur que l'administratum associait à la vertu. Les rapports transmis au secteur faisaient de la planète un modèle de gouvernance efficace, un monde calme, fiable, sans incident notable, sans excès, sans bruit. La ceinture sud, elle, se vida sans jamais apparaître comme vide. Les registres indiquaient des taux d'occupation stables. Les listes de main-d'œuvre restaient complètes. Les quotas continuaient d'être atteints. Pourtant, les rues semblaient plus larges, les dortoirs plus silencieux, les ateliers plus creux. Les absences n'étaient pas comptabilisées comme des pertes, mais comme des ajustements. Une place laissée vacante devenait une optimisation de l'espace. Les enfants grandissaient dans un monde où les procédures précédaient le langage. Avant d'apprendre à raconter une histoire, ils mémorisaient des protocoles. Avant de comprendre la notion de bien ou de mal, ils comprenaient celle de conformité. Les récits furent remplacés par des manuels, les contes par des diagrammes. On ne leur disait pas que l'empathie était interdite, on leur enseignait simplement qu'elle n'était pas utile. La miséricorde devint une anomalie. Une anomalie appelle un audit. Chaque geste de bonté déclenchait une chaîne de vérification. Offrir une ration supplémentaire à un malade créait un déséquilibre comptable. Aider un voisin signifiait modifier une distribution validée. Consoler un endeuillé, c'était perdre du temps de production. Toute compassion laissait une trace, et toute trace appelait une procédure. Les exceptions furent traquées avec une rigueur mathématique, non par cruauté consciente, mais par fidélité au système. Les agents administratifs n'avaient pas l'impression de faire le mal. Ils appliquaient des règles, ils corrigeaient des écarts, ils protégeaient la stabilité. Alrix tenta une seule fois d'introduire une dérogation, un acte minuscule, presque invisible, une autorisation exceptionnelle accordée à un secteur dont les indicateurs physiologiques commençaient à dériver dangereusement. Une ligne ajoutée à un formulaire, une signature apposée avec un léger tremblement. La demande ne fut pas refusée immédiatement, elle fut dissoute. Les algorithmes signalèrent une incohérence. Les procédures exigèrent des justifications supplémentaires. Chaque justification appela un nouveau contrôle. Les délais s'allongèrent jusqu'à rendre la dérogation obsolète. Quand la réponse finale arriva, il n'y avait plus personne pour en bénéficier.
Alrix comprit alors que le système avait appris. Il avait appris à neutraliser l'humanité sans jamais la nommer. La machine administrative n'avait plus besoin de directives explicites. Elle identifiait d'elle-même les comportements déviants, y compris ceux motivés par la compassion. La clémence n'était pas interdite, elle était rendue impossible. Le compte était parfait. Le prix, lui, n'apparaissait plus nulle part. Alrix mourut à son bureau. Il n'y eut ni témoin, ni urgence, ni alarme. Un arrêt cardiaque, conclurent les rapports. Une défaillance propre, conforme, sans anomalie mesurable. Son cœur s'était arrêté comme s'arrêtent les machines arrivées au terme de leur cycle d'utilisation. Son corps resta plusieurs heures immobile, affaissé sur le bois sombre du pupitre, entouré de registres ouverts, de sceaux validés, de chiffres alignés avec une perfection presque obscène. Lorsqu'on le découvrit, personne ne cria. On nota l'heure. On remplit un formulaire. Sa main droite reposait encore sur un cachet de validation. L'encre n'avait pas séché. Les archives louèrent son service. Un éloge administratif fut rédigé, sans emphase, sans émotion superflue. 27 années de gouvernance stable, 0 incident majeur, une optimisation continue des flux, une contribution significative à l'effort impérial. Les mots étaient justes, équilibrés, parfaitement vides. Aucun ne parlait de faim, aucun ne parlait de silence, aucun ne parlait des corps disparus entre deux lignes. Son successeur hérita d'un système achevé. Il ne trouva rien à corriger, les procédures étaient complètes, les indices calibrés, les audits automatiques. La machine tournait sans grincer, indifférente à l'absence de celui qui l'avait nourrie. Alrix n'avait pas laissé un héritage, il avait laissé une méthode. Le registre du silence continua. Sur Virex Tertius, rien ne changea. Les habitants ne remarquèrent pas la mort du préfet. Ils n'avaient plus appris à remarquer ce genre de choses. La ceinture sud resta calme. Les rapports restèrent verts. Les exportations suivirent leur trajectoire prévue. Les appartements vides furent réaffectés. Les noms disparurent des listes sans provoquer de rupture statistique. Puis, la méthode voyagea. D'autres mondes, confrontés à des instabilités mineures, adoptèrent les mêmes indices, les mêmes seuils, les mêmes ajustements doux. Partout les chiffres se redressèrent, partout le bruit diminua, partout la souffrance se fit plus discrète, plus propre, plus difficile à contester. Un inquisiteur, bien plus tard, examina le cas de Virex Tertius. Il ne se rendit pas sur place, il consulta les données. Les courbes étaient parfaites. Il referma le dossier. Aucun commentaire ne fut ajouté. Dans l'immensité de l'impérium, ce monde n'était qu'une réussite parmi d'autres, une preuve que l'ordre pouvait être maintenu sans effusion, sans hérésie visible, sans révolte. La victoire fut enregistrée, puis archivée. Et c'est là que le poids réel du registre s'abattit, car rien dans les chiffres ne racontait ce qui avait été perdu. Rien ne signalait le moment précis où une population avait cessé d'être vivante pour devenir simplement fonctionnelle. Rien n'indiquait l'instant où le silence avait cessé d'être une absence de bruit pour devenir une condition permanente. Il n'y eut pas de mur visible, seulement une trajectoire droite, suivie trop longtemps. L'impérium poursuivit sa marche, convaincu d'avoir gagné. Et quelque part, entre deux colonnes parfaitement alignées, l'humanité s'écrasa contre cette victoire, sans laisser la moindre trace mesurable.